Bonsoir, 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 bonsoir et bienvenue sur ma chaîne YouTube, une histoire d'un soir. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais continuer de vous lire Peter Pan. Je sais plus quel chapitre c'était, je pense qu'on était au... Non, je sais plus auquel on était, mais bref, on va continuer Peter Pan. Donc sans plus attendre, je vous propose de vous installer confortablement, de fermer vos yeux si vous le souhaitez, et de commencer cette lecture avec le chapitre 7, la maison souterraine. Le lendemain, le premier souci de Peter fut de prendre les mesures de Wendy, John et Michael, afin de leur trouver des arbres creux. Si vous vous en souvenez, Crochet avait raillé les garçons d'avoir chacun son arbre, mais cela montrait seulement son ignorance. Car si vous ne correspondez pas au calibre du tronc, il vous est difficile de monter et descendre. Or, il n'y avait pas deux garçons de la même taille. Une fois qu'on s'est cassé dans le tronc, on retient son souffle et on descend tout juste à la vitesse convenable. Pour remonter, on doit alternativement respirer et bloquer sa respiration, tout en se hissant par des contorsions. Lorsqu'on maîtrise à fond cette technique et qu'on est capable de l'exécuter sans y penser, rien n'est alors plus gracieux que cette reptation. Mais l'important, c'est de cadrer avec le tronc. C'est pourquoi Peter vous mesure, vous et votre arbre, aussi sérieusement que s'il s'agissait de vous faire un complet veston, à cette différence près qu'on ajuste le complet à vos dimensions, tandis qu'ici c'est à vous de vous ajuster à celle de l'arbre. D'ordinaire, le problème se résout facilement, car on s'habille toujours trop, ou pas assez. Mais il se peut que vous ayez des rondeurs mal placées, ou que le seul arbre disponible soit un modèle bizarre. Peter doit alors vous faire quelques retouches, après quoi vous cadrez parfaitement. Une fois que l'on cadre, le plus dur est de continuer à le faire, et cet effort peut maintenir toute une famille en pleine forme, comme le découvrit Wendy avec plaisir. Elle et Michael cadrèrent du premier coup, mais John dut être légèrement modifié. Au bout de quelques jours d'exercice, ils surent monter et descendre aussi lestement que des eaux dans un puits. Alors, comme ils se mirent à l'aimer leur maison souterraine, Wendy surtout, elle se composait d'une seule vaste pièce, comme devraient l'être toutes les maisons. Sur le plancher qu'on pouvait creuser à volonté, si l'on avait envie d'aller à la pêche, poussaient des champignons trapus qui servaient de siège. Un arbre imaginaire s'efforçait de pousser au milieu. Mais chaque matin, on sciait le tronc au ras du sol. À l'heure du thé, il atteignait toujours 2 pieds de haut. On posait une porte par-dessus, et l'ensemble devenait une table. Le repas terminé, on le sciait à nouveau, afin d'avoir plus de place pour jouer. Il y avait un énorme foyer qui se trouvait en n'importe quel endroit où il vous plaisait d'allumer le feu. Wendy tendit des cordes de fibres en travers et y mit la lessive à sécher. Pendant le jour, on rabattait le lit contre le mur, on l'ouvrait à 6h30 et il remplissait la chambre à moitié. À l'exception de Michael, tous les garçons y dormaient allongés comme sardines en boîte. Pour se retourner, il fallait, en vertu d'un règlement très strict, attendre que quelqu'un donne le signal, et tous se retournaient comme un seul homme. Michael aurait bien aimé y dormir, mais Wendy voulait un bébé, et il était le plus petit. Et vous savez comment sont
sont les femmes, et bref, il dormait suspendu dans un panier. En somme, les lieux étaient simples, grossiers, peu différents de ce que des bébés oursons auraient fait d'une tanière souterraine dans les mêmes circonstances. Dans le mur, une niche pas plus grande qu'une cage d'oiseaux constituait les appartements privés de Clola Rétameuse. Un léger rideau pouvait l'isoler du reste de la pièce, et Clochette, tatillonne sur ce chapitre, le dirait chaque fois qu'elle se dévêtait. Aucune femme n'eût pu rêver boudoir plus exquis. Le lit, sa couche comme elle disait, était un autotique reine mab au pied rococo, et sa courte pointe variait selon les fleurs de la saison. Le miroir bien connu des fournisseurs d'effets datait du chapeauté. Il n'en reste plus que 3 exemplaires à l'heure actuelle, et n'avait pas une éraflure. La table de toilette réversible provenait de chez Chippendale, le fameux ébéniste, et s'assortissait à merveille avec la commode de style prince charmant VI et aux tapis anciens. Quant au chandelier, il n'était là que pour le coup d'œil, car la fée éclairait elle-même la pièce. Clochette était extrêmement fière de son alcôve, vanité sans doute inévitable dans son cas. Toutefois, l'ensemble avait un petit air prétentieux, comme un nez qui pointe en permanence vers le plafond. Je suppose que Wendy devait trouver son séjour particulièrement enchanteur, car sa turbulente famille lui donna fort à faire. Elle n'avait pas même le temps de monter prendre le frais, sinon le soir et encore, avec une chaussette à la main. Elle ne levait pas le nez des casseroles, pour ainsi dire, et préparait toutes sortes de plats exotiques, à base d'igname, de noix de coco, de sapoti et j'en passe. Mais l'on ne savait jamais si on allait faire un vrai repas ou se contenter d'un repas pour rire. Tout dépendait de l'humeur du capitaine. Peter pouvait manger si cela faisait partie du jeu, mais il ne savait pas se bourrer pour se bourrer, ce qui pourtant est un plaisir favori des enfants, l'autre étant de parler. Pour lui, faire semblant de manger se distinguait si peu de manger vraiment que cela seul le faisait grossir. Certes, l'épreuve était cruelle, mais vous ne pouviez y échapper, à moins de lui prouver que, si vous ne mangiez pas, vous risquiez de flotter dans votre arbre. Wendy attendait que tout le monde soit couché pour ravauder. Alors, disait-elle, elle pouvait souffler. Elle leur taillait de nouveaux pantalons ou renforçait les anciens avec des doubles pliesses, car tous se montraient durs pour les genoux. Et lorsqu'elle s'asseyait avec sa corbeille pleine de chaussettes aux talons troués, elle levait les bras au ciel en soupirant. Mon Dieu, il y a des jours où l'on envierait les vieilles filles, et son visage rayonnait. On se souvient de son petit loup chéri. Dès qu'il sut que Wendy était dans l'île, il la chercha partout, jusqu'à ce qu'il tombe dans les bras l'un de l'autre. Et désormais, il ne la quittait plus. Au fur et à mesure que le temps passait, songeait-elle beaucoup aux bien-aimés parents qu'elle avait abandonnés. Question ardue car il était impossible d'évaluer le temps de l'imaginaire, qui se calcule en lune et en soleil innombrables. Wendy, je le crains, ne s'inquiétait pas trop pour son père et sa mère, tant elle était persuadée qu'il gardait la fenêtre ouverte en vue de son retour. Non, ce qui troublait un peu sa bonne conscience, c'était de voir que John ne conservait qu'un très vague souvenir des parents. Quant à Michael, il était prêt à les considérer comme sa vraie mère. Soucieuse d'accomplir son devoir, elle s'efforça donc de graver les jours d'autrefois dans leur mémoire, en leur imposant des interrogations écrites du type de celles qu'on pratique dans les écoles. Les autres garçons, vivement intéressés par cet exercice, insistèrent pour y participer.
Ainsi, chacun s'asseyait autour de la table avec son ardoise, écrivait ou se creusait les méninges pour répondre aux questions de Wendy. Ces questions étaient des plus anodines. Quelle était la couleur des yeux de maman? Qui était le plus grand, papa ou maman? Maman était-elle blonde ou brune? Essayez de répondre aux 3 questions. A. Rédiger un essai de 40 mots au minimum sur le sujet. Comment j'ai passé mes dernières vacances? Ou bien comparer les caractères de papa et de maman. Un seul sujet au choix. Ou encore 1. Décrivez le rire de maman. 2. Décrivez le rire de papa. 3. Décrivez la robe de soirée de maman. 4. Décrivez la niche et son locataire. Ces questions portaient sur des sujets on ne peut plus quotidiens et quand on ne savait pas y répondre, il fallait mettre une croix. C'est fou le nombre de croix que John lui-même dut inscrire. Il va de soi que le seul garçon qui répondit à toutes les questions était la plume. Personne autant que lui ne souhaitait être classé le premier. Mais ses réponses étaient si saugrenues qu'il se trouvait le plus souvent à la dernière place, hélas. Peter se tenait hors du jeu. D'une part, il méprisait toutes les mères, exception faite pour Wendy. D'autre part, il ne savait ni lire ni écrire un traître mot. Enfin, il était tellement au-dessus de ses enfantillages. Sans doute avez-vous remarqué que les questions étaient posées au passé. C'est que Wendy elle-même oubliait un peu. Bien entendu, chaque jour apportait son lot d'aventures, comme nous le verrons. Mais pour le moment, Peter était fasciné par un nouveau jeu qu'il avait inventé avec le concours de Wendy et qui finirait par lasser comme les autres. Ce jeu consistait à prétendre qu'il n'arrivait pas d'aventure et à se livrer aux activités que John et Michael avaient pratiquées toute leur vie, comme rester assis sur un tabouret, envoyer des balles dans l'air, se pousser l'un l'autre, sortir se promener et rentrer sans guère avoir tué autre chose qu'un grizzly. Peter siégeant olympien sur son tabouret à ne rien faire. Cela valait le coup d'œil. Rien ne l'amusait autant que se tenir tranquille. Il se vantait de ses promenades hygiéniques, et pendant plusieurs soleils, ce fut pour lui le plus extraordinaire des aventures. Il obligeait John et Michael à suivre son exemple, et les punissait sévèrement s'ils ne feignaient pas être d'avis. Souvent, Peter sortait seul. À son retour, il était impossible de savoir s'il avait eu une aventure ou non. Il pouvait l'avoir si complètement oubliée qu'il n'en soufflait pas un mot, et si vous sortiez à ce moment-là, vous trébuchiez sur le cadavre et vice-versa. Il vous racontait une histoire en ne peut plus finir, et vous ne trouviez pas de cadavre. Il lui arrivait de revenir la tête couverte d'un bandage. Wendy le dorlotait, peignait son front avec de l'eau tiède, tandis qu'il l'affolait de récits étourdissants. Mais elle n'était jamais sûre, voyez-vous. Il y eut toutefois quelques vraies aventures. De celles-là, elle était sûre, car elle y avait pris part, et d'autres plus nombreuses encore, qui du moins étaient en partie vraies, car les autres garçons y avaient participé, et les prétendaient entièrement vraies. Les compter toutefois exigerait un volume de la taille d'un dictionnaire, anglais-latin, latin-anglais. L'idéal serait de prendre une aventure type, capable de vous donner une idée de tout ce qui pouvait arriver en moyenne dans l'île en 1 heure. Mais laquelle choisir? Allons-nous prendre le marquis avec les peaux rouges, au ravin de la plume? Cet épisode sanguinaire illustre particulièrement bien une des spécialités de Peter, qui consiste à changer de camp au beau milieu de la bataille, au ravin de la plume, alors que la victoire penchait tantôt pour l'un, tantôt pour l'autre camp,
Aujourd'hui, je suis peau rouge, et toi la guigne. Peau rouge, répondit la guigne, et toi Bonzingue, et Bonzingue de dire, peau rouge, et vous les jumeaux, et ainsi de suite. Tous étaient peau rouge. Le combat aurait tourné court si les vrais peaux rouges, séduits par les méthodes de Peter, n'avaient décidé entre eux d'être cette fois les enfants perdus. Et la lutte reprit, plus acharnée que jamais. Le dénouement extraordinaire de cette aventure fut que, mais nous n'en avons pas encore décidé, si c'est celle que nous allons raconter. Peut-être faudrait-il mieux narrer l'attaque nocturne de la maison souterraine par les peaux rouges, au cours de laquelle plusieurs d'entre eux restèrent coincés dans les troncs d'arbres, si bien qu'il fut les extraire comme des bouchons. Nous pourrions aussi vous dire comment Peter sauva la vie de Lys Tigré, dans la langue aux sirènes et en fit son allié, à moins que nous comptions l'épisode du gâteau des pirates qu'on trouvait caché tantôt de ci, tantôt de là. Mais chaque fois, Wendy l'arrachait des mains de ses enfants, tant qu'à la fin, il perdit toute saveur et devint dur et rassis, comme put le constater Crochet lui-même, quand il se rencontra de nuit avec ce projectile. Et si nous vous parlions des oiseaux amis de Peter, en particulier de l'oiseau imaginaire qui bâtit son nid sur une branche surplombant la lagune. Le nid tomba dans l'eau, avec l'oiseau couvrant ses œufs, et Peter ordonna qu'on le laisse tranquille. C'est une belle histoire, et la fin montre de quelle reconnaissance est capable un oiseau. Mais si nous la racontons, nous devons raconter toute l'histoire de la lagune, ce qui revient à conter 2 histoires au lieu d'une. Il y aurait aussi l'histoire plus courte et non moins passionnante de la grande feuille sur laquelle Clochette et quelques petites fées des rues avaient trouvé Wendy endormie. Elles essayèrent de la pousser loin de l'île. Heureusement, la feuille céda. Wendy se réveilla et, croyant que c'était l'heure du pain, regagna le rivage à la nage. Et le défi que lança Peter au lion, voilà qui vous ferait frissonner. Il traça un cercle sur le sol et défia le lion de la traverser. Il attendit pendant des heures avec les garçons autour de lui et Wendy, retenant son souffle, perché à la fourche d'un arbre. En vain, aucun des lions ne releva le gant. Laquelle de ces aventures allons-nous choisir? Le mieux est de tirer au sort. J'ai tiré, et la lagune aux sirènes a gagné. Sans doute certains regretteront que ce ne soit pas le ravin de la plume, ou le gâteau des pirates, ou la feuille de Clochette bien sûr. Je pourrais toujours recommencer et faire mieux au 3e coup. Pourtant, il vaut peut-être mieux s'en tenir à la lagune. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu, malgré qu'elle soit un peu plus courte que d'habitude. J'espère tout de même que cette histoire, vous aura permis de vous relaxer avant d'aller dormir. Sur ce, je vous souhaite de passer une très 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 bonne nuit. Et nous, on se retrouve